Le potager extraordinaire de Vendée, c'est le titre d'un tout nouveau livre de cuisine. Il nous invite à savourer les trésors naturels d'ici, les cucurbitacées, les algues, mais aussi les fleurs. Son auteur, Michel Pelé, notre invité. Bienvenue dans l'Air de rien. Bonjour Gilbert, bonjour Yvelise. Bonjour Cathy. Deux chroniqueurs cette semaine, comme la semaine dernière. Gilbert, vous allez nous faire découvrir, moi un personnage que je ne connaissais pas du tout, Pierre-Henri Dory. Dory. En Vendée, il y a sûrement plein de saints et de saintes, aujourd'hui encore, mais il y en a eu un qui est méconnu, qui lui a été canonisé, béatifié, mais pour autant, il n'est pas beaucoup connu. Voilà, donc vous expliquerez peut-être pourquoi. Et pourquoi c'est un personnage qui méritait une chronique de Gilbert Métivier dans l'Air de rien. Yvelise, on termine l'émission. Moi, je vais vous parler médecine et arnaque. Voilà, avec un ouvrage coécrit notamment par Michel Simès. Le fameux. Très bien. Michel Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre nouvel ouvrage, Le potager extraordinaire de Vendée, 150 recettes naturelles. Oui. Alors, vous êtes de la Chapelle-à-Chat, enfin, vous habitez la Chapelle-à-Chat. Voilà, depuis 20 ans maintenant. Depuis 20 ans. Le titre principal, Le potager extraordinaire de Vendée, donc qui résonne à nos oreilles un petit peu. Oui, parce que localement. j'ai beaucoup animé de choses au potager extraordinaire de Vendée. De la Motacha. Des ateliers cuisine, plein de choses comme ça. Et puis aussi le potager extraordinaire de Vendée, parce qu'il y a d'autres jardins, il y a d'autres choses. La Roseraie, Olivier Rialan, il y a tous ces jardins que je vais voir, tous donc ces potagers. C'est une façon de faire un peu clin générique, voilà. Et en même temps potager extraordinaire. De la Motte, et de dire que la Vendée est lui-même un grand voilà, potager. il y a très belles choses, très bonnes choses. Alors, votre parcours, vous êtes à l'origine un professionnel de la restauration. Oui, je suis cuisinier de métier. J'ai commencé traiteur très jeune. Voilà. Et ensuite, je suis parti en saison. Voilà, vous avez parcouru un peu, beaucoup de saisons. Beaucoup voyagé. Oui, en France, dans les saisons. En France, oui. Voilà, France, Corse, mais c'est la France encore. Voilà. Donc, votre cœur, votre passion, c'est le bien manger, la cuisine, la gourmandise. La création. La création, oui. La création, les rencontres, animer des ateliers, on rencontre plein de gens, on discute de plein de choses et on découvre, on échange, donc c'est très intéressant. Alors, puis, ce livre, parce que c'est votre premier... Enfin, vous avez écrit un autre livre, mais qui était dans le cercle du potager. Qui était, lui, pour le potager. Pour le potager, donc ça, c'est le premier. Voilà. Alors, c'est quoi l'histoire de ce livre? Pourquoi est-ce que... Pourquoi ce livre? Justement, au fur et à mesure des ateliers, des gens que je rencontre, tout le monde me disait, mais vas-tu enfin les regrouper, écrire et faire quelque chose, qu'on puisse les avoir tout ensemble? J'ai contacté des éditeurs, donc, et voilà. Ce sont des recettes 100% Michel Pelé? Oui, une grande partie, oui. Les photos? Ou revisiter les photos, oui, bien sûr. Ouais. J'aime beaucoup les photos aussi. C'est vous-même qui avez fait les photos? Oui. D'accord. Parce qu'elles sont effectivement appétissantes. C'est un peu le but. C'est la gourmande qui parle, là. Oui, c'est vrai que donc, il y en a 150. Comment vous faites? C'est qu'à chaque fois, vous avez une idée de recette, vous faites et vous photographiez, puis vous mettez un petit voilà, je le mets de côté dans l'ordinateur, j'ai mes petits chapitres. Quand j'ai une idée de recette, je la fais. Ça marche pas, donc ils sont pas. Des fois, ça marche pas? Ah oui, et vous les faites goûter? Je les fais goûter à ma famille d'abord. D'accord, voilà, c'est ça. Parce que pour dire qu'une recette marche ou qu'elle ne marche pas, il faut qu'il y ait approbation. Quand j'ai des grimaces et des beurres, je la rentre pas. Aussi, elle aime bien tester. Oui. Donc voilà. Et c'est plutôt des recettes originales ou c'est des classiques Il y a des revisités, comme le tiramisu à la rose ou le tiramisu au potimarron. C'est un peu je l'ai vu, il me semblait un peu sucré, parce que vous mettez confit plus... Oui, mais le potimarron, c'est doux, c'est... Oui. Alors, ce livre, il ne s'est pas fait du jour au lendemain, puisque vous m'expliquez qu'il a fallu respecter Il faut respecter les saisons. Donc, si je me rate sur certains produits pendant une saison, il faut que j'attende la prochaine. Du coup, c'est plus d'1 an de travail, là. Il y a plusieurs années. Plusieurs années de travail. Oui. Du travail, c'est du plaisir. C'est de fabriquer, ce que je dis, voilà. Mais il faut avoir en toile de fond quand même que, je vais m'en servir. J'ai des petits cahiers à la maison où je note mes recettes, ce qui va pas, je le reprends et je refais, je sortir rectifie. l'appareil photo. Voilà, oui. Alors, il y a 3 grandes thématiques. Les cucurbitacées. Alors, peut-être encore plus étonnant, les algues et les fleurs. Alors, je sais que Yvelise, vous aviez rencontré ou eu au téléphone il y a quelques années Michel Pelé pour les fleurs, ce qui était déjà original à l'époque. Pourquoi ces 3 catégories
Les cucurbitacées, déjà, parce que quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite eu le contact avec le potager. Ça m'a intéressé, tous leurs produits m'ont intéressé. Il y a des goûts, des couleurs assez fantastiques. Il y en a qu'on peut manger cru, cuit. Les classiques, vous disiez les classiques de soupe et de choses comme ça. On peut faire des tas de choses. On peut faire des glaces au potimarron, le tiramisu. Parce que le cucurbitacé, des fois, il a une forme qui n'est pas facile à travailler. Oui. Ne serait-ce qu'épluché. Il faut peut-être un petit peu le pocher avant, puis s'épluchera plus facilement. D'accord, parce qu'on fait souvent ce que vous étiez en train de dire, donc des soupes, des purées, des gratins. Alors qu'on voit avec vous, on peut aller vers le beignet. Il y a même les bottereaux, je crois. Les bottereaux, oui, mettre un petit peu de bottereaux dans le pain, dans les brioches, c'est très coloré, c'est très beau, ça apporte du goût. Oui, comme vous le disiez, certains sont même sucrés naturellement, donc on peut les intégrer dans une préparation type gâteau, type tarte. La butternut qui a son petit goût de noisette, c'est très bon. La corne râpée comme des carottes, c'est fantastique. Alors, râpée, oui. Voilà, râpée, crue comme des carottes. C'est digeste, bien sûr. On ne peut pas râper tout, mais il y a quelques-unes qui sont très bonnes, oui, râpées. D'accord. En tartare, c'est très bon. Alors, après, les algues. Alors là, les algues, ça vient de loin. J'étais formateur à une période intersaison. Quand je suis arrivé en Vendée, j'étais formateur à la FOL de La Roche. À la FOL? Ouais, à la Fédération des Évolués. Avec Joël Couteau et tous ces gens-là. Et je formais donc les gens en cuisine avec une équipe CAP, BEP. On leur demandait de nous trouver, de choisir des thèmes à travailler, à développer. Il y a une des dames, c'était des adultes, qui voulaient travailler sur les algues. On a travaillé sur les algues, on a fait plein de recherches, on a créé beaucoup de cuisiniers, à Ifremer, à plein de choses, et à Roscoff, c'est surtout en Bretagne. Et on a eu de beaux dossiers, ça m'a intéressé, j'ai continué depuis à travailler, à faire des recettes. J'ai rencontré M. Matignon, qui est un cuisinier qui travaille sur les algues depuis moultes années. On a travaillé ensemble. Et en quoi c'est intéressant, les algues? Les algues, c'est intéressant parce que c'est assez riche en fer, plus que les épinards. C'est beaucoup de fibres. Hein. Il y a beaucoup de minéraux, de choses comme ça, très intéressantes. Et moi, je m'en sers. J'ai aussi travaillé il y a quelques temps, 20 ans, dans un foyer pour handicapés adultes, au Château d'Olonne. Et au lieu de faire des sauces avec des farines et des choses grosses, épaisses, je liais mes sauces avec des algues. On faisait des crèmes avec de l'agar-agar plutôt que de mettre des œufs et des choses comme ça. D'accord. Voilà. C'est un épaississant, en fait, ça donne... Par rapport à la diététique aussi. Et puis, au plaisir, le tartare, là, le pesto aux algues, il est excellent, ce pesto, et ça passe très bien. Mais alors, les algues... Alors, comment on fait? Parce que soit on se les procurer. Se les procurer. Avant, il y en avait un petit peu dans les grandes surfaces. On n'en trouve plus beaucoup, parce que pas beaucoup se vendre. Oui. Et on les trouve en magasin diététique la plupart du temps. D'accord. On ne va pas aller s'aventurer. On ne peut pas. Enfin, les gens qui veulent faire à la maison, oui, parce qu'ils prennent leurs risques pour eux. Dès que je les présente ou dès que je travaille pour quelqu'un, il me faut un agrément vétérinaire et un logo AB. D'accord. Voilà. Mais là, vous donnez des petites explications, on peut aussi repérer les spécificités de chaque algue. Il y a un petit côté un peu ragoûtant en fait de l'algue. Ah oui, mais il y en a je fais des chips sucrés avec, et puis il y en a d'autres, je fais des petits fagots. Au lieu de faire des fagots de haricots verts, je fais des fagots d'algues autour d'un rôti de lotte avec des petites patates, c'est excellent. Mais il y a vraiment des goûts très différents en fonction. Oui, il y en a qui sont très iodés. Donc il y en a que je déiode avant, c'est-à-dire déioder les algues les pluricellulaires, les grosses... On appelle le fruit de sorcière, les grosses laminaires. Je les fais bouillir 20 minutes. D'accord. Parce qu'il y a un tas d'algues différentes. Oui, qui ont des goûts différents. Il y en a une douzaine d'autorisées dans l'alimentation. Oui. Elles ont des goûts, des textures et des couleurs différentes. Ouais. La salicorne, ça en fait partie, non? Non, c'est une terrestre. Les algues n'ont pas de racines. Hein, et les salicornes, oui, c'est une racine. Oui. Ce qu'on appelle les algues un végétal inférieur, pas par sa qualité, mais par rapport au niveau de la mer. Oui. Voilà. Et les salicornes et tout ce qu'on trouve, la criste marine et toutes ces choses-là que j'aime bien aussi, c'est au-dessus du niveau de la mer et du marais. Alors Gilbert va garder la main, comme on dit, pour sa chronique, puis on reviendra sur la suite du livre, notamment Cuisiner avec les fleurs. Alors Gilbert, Pierre-Henri Dorilly. Oui. Alors pourquoi avoir choisi de parler de ce personnage cette année? D'une part parce qu'on est dans un contexte où le diocèse marque ses 700 ans. Alors il y a des saints qui ont marqué le territoire vendéen bien avant même que le diocèse existe. J'en ai parlé au cours d'une précédente chronique. C'est Saint-Hilaire. Il y a beaucoup de communes qui portent ce nom-là. C'est donc significatif. D'autres qui l'ont marqué étroitement aussi plus récemment, c'est le cas
Louis-Marie Grignon de Montfort, mais d'autres qui ne l'ont pas marqué du tout, et pourtant, et c'est justement le cas de Saint-Henri, c'est même Pierre-Henri Dory. Voilà. Alors, il est né à Talmont, à la Guittière. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu où ça se trouve, en direction de là où on cultive des huîtres. Et ce jeune homme, fils d'un laboureur, 7 frères et sœurs, très tôt, sur le coup de 10 ans, a dit « Moi, je veux aller au séminaire de la Bauduère, à Olonne. » Ça existait à l'époque, c'est fini. Il suit une formation, je dirais, presque normale. Même tout à fait au début, ses professeurs disent « Oh, il est un petit peu dissipé, un petit peu bavard, un peu... » Mais progressivement, il s'est remis dans le droit chemin, il le faut, dans un séminaire. Et après, peu de temps après, au moment après le séminaire de Luçon, il dit « Moi, je voudrais partir en mission étrangère. » Alors, on est dans les années 1865. Voilà. Donc, en gros, pour simplifier, on va dire à peu près un peu plus de 150 ans. D'accord. Donc, il part d'abord. Il fait cette formation, et il part. Il est candidat, donc effectivement, pour partir au loin. Et on lui propose d'aller du côté de l'Asie, en Mandchourie dans un premier temps, mais déjà on pensait un petit peu à la Corée. Il effectue le voyage, il part depuis Marseille, c'est relativement long. Et puis il reste quelques temps en Mandchourie, à l'époque. Oui. Et il mettait plus de temps que les navigateurs du Vendée Globe. Hein. Oui. Donc il arrive en Corée. Il arrive dans un premier temps en Mandchourie. Là, il reste quelque temps dans un village qui est déjà un petit peu christianisé. Ça se passe très très bien. Et il envoie des belles lettres à ses parents. Et puis après, on l'affecte plutôt en Corée, au nord de Séoul, une trentaine de kilomètres. Et là, par contre, il sait que c'est déjà une entrée clandestine parce que les étrangers sont mal perçus. On est dans une situation conflictuelle assez compliquée dans l'histoire entre les Russes, les Chinois et je dirais presque les Japonais. Pas encore. Et donc, il est obligé de se cacher. Il le sait. Un jour, avec d'autres, l'évêque du coin, du secteur, et puis d'autres missionnaires, il est incarcéré. Et là, on l'emmène à Séoul, dans un quartier de Séoul, et devant une foule immense, il est battu, on leur casse à tous les jambes, on les décapite, et on les laisse pendant 4 jours à la vue de la foule, des passants. Et ce Saint-André Dory, qui est encore jeune, qui doit avoir, je crois que c'est 26 ans, termine, je dirais, sa mission de cette façon-là. Ouais, donc une fin plus que tragique, violente. Plus que tragique, donc c'est pour ça qu'il n'est pas très connu, parce qu'il n'a pas exercé, je dirais, en Vendée. Pour autant, il a été reconnu comme martyr, il a été canonisé dans un premier temps, béatifié par Jean-Paul VI en 1968, donc ça fait 50 ans. Presque, canonisé en mai 1984. Et c'est la première fois qu'il y a une canonisation hors des murs de Rome. À Séoul. À Séoul, oui. Donc il fait partie il y a eu d'autres meurtres, d'autres martyrs. Il y en a eu 103 que l'on fête, martyrs de la foi et de leur engagement en Corée. Alors, des traces aujourd'hui de Saint-Henri Dory. Pierre-Henri Dory. On en trouve quand même un petit peu, même si il n'y a pas d'églises qui sont dédiées à ce saint. On peut visiter la maison natale à la Guittière, où il y a une petite exposition, c'est relativement simple. C'est surtout, je crois, les lundis et sur rendez-vous que l'on peut la visiter. Il a également créé une maison de Saint-André-Dory, décidément, Henri Dory, à La Roche. C'est un foyer pour jeunes chrétiens en recherche de leur foi, de leur sens de vie. Donc à La Roche-sur-Yon. Tous les ans aussi, il y a un camp Saint-Henri Dory, un camp itinérant pour des jeunes qui est un petit peu à caractère spirituel. D'accord. Et puis, on trouve aussi quelques vitraux, je suis sûr qu'il y en a au Luc,
peut-être bien Talmont, donc qui sont dédiés. Donc, voilà. Et le 23 septembre? Et le 23 septembre, alors, le 23 septembre, on fête ce saint. Il est fêté 2 fois. Parce que normalement c'est le 13 juillet, et de façon un petit peu prémonitoire, lorsqu'il était en formation à Luçon, un de ses collègues de formation avait dit, il avait écrit une chanson sur lui, elle se terminait par cette phrase effectivement prémonitoire, au nom de Jésus tu auras la tête tranchée, et 2 fois par an viendra la Saint-Henri. C'est quand même curieux. Hein, oui, c'est quand même curieux. Mais enfin bon, on a préféré qu'il ait une autre fin et qu'il se soit trompé. Voilà. Bien, alors Michel Peuillet a bien sa tête. Et on n'a pas envie de la couper. Non, on va attendre un petit peu. Vous êtes auteur donc, de ce nouveau livre de cuisine, Le potager extraordinaire de Vendée. Donc, à la fois, on l'a dit, des recettes pour les cucurbitacées, vous expliquez pourquoi. Les algues, vous avez presque réconcilié avec les algues. Oui, c'est très bon, les algues. Et puis les fleurs. Oui. Alors ça, aujourd'hui, c'est devenu un peu, devenu un peu à la mode. Oui. La tendance. Donc là, c'est pareil, le panel est très large. Voilà, il est très large. Il faut travailler déjà avec les fleurs simples, genre la bourrache, les roses. Des choses qu'on a dans son jardin. Voilà, les fleurs, le souci, le calendula, toutes ces choses-là, les pensées qui sont poivrées. Elles sont très bonnes. Les roses trémières. Oui, les roses trémières, bien sûr. Qui peuvent servir de belle corolle pour faire... Oui, oui, comme les fleurs de courge, et toutes ces choses-là. Et puis les fleurs des plantes aromatiques, les fleurs des arbres fruitiers. Tout ça, c'est comestible et c'est très bon, c'est très joli. Pourtant, les fleurs de poirier, ça sent pas très bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais ça sent pas. Après, est-ce que le goût est différent? Donc il y a plein de choses à travailler comme ça. Et puis des fleurs qu'on va aller chercher le coquelicot, faire des sirops de coquelicot, c'est très bon pour la toux. Les violettes. Voilà, la violette, mais la violette parfumée de Toulouse. La capucine. La capucine, oui. Très bon, la capucine. Puis il n'y a pas de contre-indication? Non. Il ne faut pas manger de... Enfin, c'est noté. Hein. Pas de muguet, pas de... Il y a plein de fleurs. Il y a quand même certaines qui sont... Oui, il y a quelques fleurs. Largement éviter quand même. Quand on a des doutes, on ne fait pas. Par contre, quand vous travaillez avec des fleurs communes que vous connaissez bien, il n'y a pas de problème. Alors, bien sûr, pas traité, ni travaillé avant, ni qui sort de chez le fleuriste et dans l'assiette après. D'accord. Alors, les grands-mères, et encore aujourd'hui, on utilisait l'ortie, ça c'était un grand classique. Les orties, oui. Mais c'est assez récent quand même qu'on a compris qu'on pouvait utiliser des fleurs comme les pensées, ou des choses comme ça dans la cuisine. Oui, j'avais eu l'occasion de travailler avec la maman de Marc Vera. J'avais fait des saisons là-bas. Chez sa mère. C'est Savoie, Marie? Oui, c'est Manigot, c'est Annecy, c'est là-haut. Et c'est elle, la première, qui m'avait montré qu'on pouvait travailler donc les orties. Les orties, il ne faut prendre que la tête de l'ortie. C'est un peu comme le thé, c'est là où il y a tout, c'est meilleur. Ah, c'est vrai. Il ne faut pas le manger quand il est en fleurs, parce que tout part dans la fleur, il n'y a plus rien après. C'est riche en silice pour nos rhumatismes, pour toutes ces choses-là, comme la prêle. Et en fer, on parle. Voilà. Et puis, elle m'avait appris ça, elle m'avait appris à travailler sur les champignons, que je maîtrise un peu moins. Les petites branches de pin bien résinées qu'on met dans une sauce de gibier et tout, ça donne un petit goût résiné. La branche dans un gibier. Oui, les jeunes pousses, les petites jeunes pousses jaunes qui arrivent dans des petites sauces, c'est une merveille, comme les vins résinés. Les bourgeons. Petit goût de résiné. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour les gens qui seraient plutôt dans la cuisine un peu plus classique, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? On va dire, mais c'est pas une cuisine faite pour les originaux ou les gens qui aiment bien les choses expérimentales. On peut vraiment trouver des goûts bien sûr, oui, qui correspondent à des choses. Des goûts, on fait des salades avec beaucoup de fleurs, les jeunes feuilles de prime vert, les jeunes feuilles de trémière, les jeunes feuilles, tout ça. En salade, c'est très bon. La mâche qui pousse, la doucette qui pousse dans notre jardin, tout le monde en a. Enfin, il vaut mieux les cueillir dans ce qu'on a dans le jardin plutôt que partir en balade. Vous pouvez partir en balade, mais attention aux champs cultivés, attention aux bords de route, c'est pas la peine d'y penser. Voilà, il faut connaître ou des terrains assez isolés où il n'y a pas trop de vilaineries qui pourraient venir dessus. Et comment vérifier qu'ils n'ont pas été traités? C'est surtout ça aussi. Alors, faut un peu connaître, c'est comme comme on disait, les algues. Quand on veut les chercher, nous, il ne faut pas aller les chercher à la sortie du port. Il faut les chercher dans des petites criques à marée très basse, dans des endroits où on sait qu'elles sont bien, quoi. Et les fleurs, c'est pareil. Oui. Alors, il y a un point important, justement, que vous abordez tout au long de l'ouvrage, parce qu'il faut travailler avec des produits de qualité, des produits qu'on connaît. Donc, vous valorisez beaucoup aussi les producteurs locaux. Oui.
Oui, parce que c'est pareil, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns, ou par toujours Olivier, ou par... Olivier Rielan, qu'on a accueilli il y a quelques temps dans Qui va donner une conférence sur les jardins. Sur les jardins. Sur les jardins, oui. Et puis, avec une association qui s'appelle C'est du coin ici, où il y a beaucoup de producteurs et tout. Je suis allé les voir, discuter avec eux, j'ai leurs adresses. Donc au fil des recettes, il y a un petit plan, et puis on rappelle que le produit, donc la roseraie, alors je ne sais plus où elle est. C'est la roseraie à Saint-Révérend, c'est Bernard Noutot, oui, alors lui il est extraordinaire sur les fleurs et tout. Une petite ferme qui est juste à côté de la chapelle et de Olonne qui s'appelle la Goulpière, mais il y en a partout, des fermes avec des petits fromages de chèvre excellents, des petites fleurs émincées dans le fromage de chèvre, du lierre terrestre qu'on trouve à côté des ruisseaux dans un petit fromage de chèvre. Ça donne un petit goût, voilà. Donc on comprend bien, en fait, le potager extraordinaire vendé, c'est tout ça. C'est l'ensemble, oui. C'est les produits naturels et le c'est clin ceux d'œil qui au les potager, valorisent. mais aussi à tout l'environnement qu'est le potager aussi. Donc on a la chance d'avoir un département en plus avec une diversité. Plein de choses, oui. Alors, pour ceux qui sont à Luçon en juin, ou même pas à Luçon en juin, mais vous êtes en signature le 3 juin, place du Livre, donc c'est une animation, une journée organisée par la librairie Arcadie, vous pourrez aller à votre rencontre. Un peu plus tard, les 22 et 23 juillet, au Salon du Livre de Gralat, donc qui est bien connu à Saint-Fulgent. Et un peu plus tard dans la saison, en octobre, au Salon du Livre culinaire. À 13 Septier. À 13 Septier, on pourra le réannoncer. Voilà. Le livre, il est édité chez La Geste Édition, donc une maison d'édition qu'on connaît bien qui est en Deux-Sèvres. 336 pages, 25 €. On en a pour son argent, comme on dit. En photo, pour offrir ou pour se faire plaisir. Voilà, je sais pour que travailler les recettes un petit peu. Travailler les recettes, même pour ceux qui ne sont pas très souvent en cuisine. C'est facile, les recettes. C'est vrai, je confirme. Vous voyez, j'ai mis plein de post-it. On termine l'émission avec Yves-Lise. On quitte la cuisine. Oui, on arrive sur la santé. Sur la santé. Ah, ça se tient. Les arnaques de la médecine, c'est un nom, un titre choc. C'est un nom qui claque un peu. Donc, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Cette citation attribuée à Blaise Pascal, moi je la transporte dans le temps des hommes. Et aujourd'hui, je dis vérité hier, mensonge aujourd'hui. C'est un peu ce que l'on pense en feuilletant donc, ce gros bouquin, gros livre de Michel Simès et de Emma Strack, qui s'appelle donc Les arnaques de la médecine, qui est publié aux éditions... Je tombe au hasard sur le Viagra. Sur le Viagra, bravo. Qui est publié aux éditions du Chêne et qui, effectivement, recense une cinquantaine d'arnaques qui, au fil des siècles, au fil du temps, des récentes et des anciennes, ont émaillé donc, notre histoire, l'histoire de la médecine. Donc des choses qui étaient... Et des choses qui étaient autrefois reconnues comme vraies, véritables, véridiques, et qui sont aujourd'hui, bien sûr, reconnues comme mensongères, voire même dangereuses. Alors, pas que des histoires de charlatans, il y a des gens qui volontairement ils racontaient n'importe quoi. Oui. Voilà. Oui. Et puis parfois parce que... Puis il y a des pratiques ancestrales. Enfin, la saignée, ça a été pratiqué pendant des siècles, jusqu'au jour où un médecin s'est rendu compte en faisant deux expérimentations sur 2 corpus, en disant ça ne change rien, que vous le fassiez ou que vous ne fassiez pas la saignée, ça ne change rien. Du coup, à partir de ce jour-là, la saignée a été abandonnée. L'urinothérapie aussi a été pendant longtemps utilisée comme médicament, boire son urine. Voilà. Bon, finalement, on s'est aperçu que c'était... un pays africain. Ou alors, l'usage thérapeutique du tabac. Vous saviez que le tabac soignait? Pour purifier l'air, je crois, elle raconte. Au départ, on disait que c'était pour calmer les maux de tête, puis pour soigner les feuilles de tabac appliquées, soigner la gale, prétendait-on, et les ulcères. Et lorsque j'ai interrogé, Emma Strack m'a dit que l'idée en fait du livre lui était venue finalement d'une histoire que lui avait racontée sa grand-mère quand elle était jeune, sa propre grand-mère. Le médecin de famille avait recommandé à toute la famille de se mettre à fumer, y compris aux enfants. Tout ça pour soigner le frère de sa grand-mère, qui était atteint d'une maladie pulmonaire. Voilà. Donc un petit peu le tabac comme purificateur de l'air ambiant. On croit rêver aujourd'hui, mais bon... Et certainement le médecin était bonne foi. Et le médecin appliquait ce qui était dans les consignes de l'époque. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont préconisées aujourd'hui dans... Justement, on va en parler. Je vous citerai quand même dans les choses, les erreurs dévoilées, donc le Rejuvenator, un appareil inventé par Otto Overbeck, qui était un chimiste anglais, qui finalement mettait des dispositifs de connexion de batterie sur le corps humain à travers des fils de laiton, qui devaient normalement remédier aux douleurs dues à l'insuffisance rénale chronique. Il se l'est appliqué. Il se l'est appliqué parce qu'en fait, il était condamné par la médecine par ses confrères, et lui, il n'était pas médecin, il était chimiste. Il a dit, moi je vais appliquer, après tout, j'ai rien à perdre, je vais essayer. Et finalement, ça a prolongé un peu sa vie. Mais en fin de compte, il a expérimenté finalement l'électrothérapie, tout simplement, qui aujourd'hui,
finalement est repris en Nouvelle-Zélande et en Australie, qui semble donner des résultats sur certains types de malades. Donc, dernière arnaque dévoilée dont je voudrais parler, celle qui concerne Diane de Poitiers. Vous saviez qu'on était reconnue pour sa beauté immense, son immense beauté. Finalement, elle s'est finalement intoxiquée avec de l'or, des sels d'or. Et aujourd'hui, on le sait, l'autopsie a prouvé que c'était finalement les sels d'or qui... Elle avait eu une vie dorée quand même. Elle a eu une vie dorée, mais malheureusement... Elle est l'or de conclure. Oui. Alors, j'aurais juste quand même dire qu'il aborde aussi des points assez récents, type le Mediator, les prothèses PIP ou le Distilbène. Et ce livre est un véritable appel à l'humilité, parce que finalement, on dit l'histoire se répète. Nos certitudes d'aujourd'hui, ce que vous disiez tout à l'heure, Gilbert, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas les remettre en question demain? Donc, savoir un petit peu toujours le doute, avoir toujours le doute en tête, se dire, est-ce qu'on est obligé de faire aveuglément confiance à la médecine? Donc, 288 pages, 29,90 €. 29,90 €, très documenté, très riche. Les arnaques de la médecine, et c'est quelle maison d'édition? Aux éditions Duchesne. Très bien, merci Yves. Et vous avez fait l'interview d'Emma Strack dans le magazine Racine du mois d'avril, qu'on retrouve sur le site internet du magazine Racine. On termine avec la une du magazine Racine du mois de mai, qui met l'accent notamment sur les Britanniques qui vivent près de chez nous. Merci messieurs. Merci. On viendra vous voir, j'espère, bientôt dans votre univers culinaire et végétal. N'hésitez pas. Oui. Super, à bientôt. Yves Guise également.